vais être forcément rapide. Je vais être forcément rapide puisqu'on est vendredi, il se fait tard et la journée a été longue et passionnante. Donc elle a commencé par une belle définition de Anne-Laure Bedu sur le patient avec une approche bio-psychosociale. Je pense que ça calait déjà bien la journée. Ensuite, on a vu le CHU qui nous a montré toute sa puissance, son efficacité, le rôle joué par les CHU. Et ils vont avoir beaucoup de challenges devant puisque l'hôpital étendu, ça va encore être une autre histoire. Donc là, il y a effectivement une force en France là-dessus. Et ensuite, on a attaqué le cœur de la journée. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, petit à petit, pas à pas, l'écosystème est en train de complètement se bouleverser. Les métiers de la santé s'élargissent, donc aux aspects traditionnels de diagnostic, traitement, s'ajoute de l'accompagnement de façon de plus en plus importante. Est venue la problématique de la prévention, donc on sent que le champ est en train de réellement s'ouvrir, plus le problème de l'autonomie, qui n'est pas santé mais qui est santé en même temps. Avec un fonds technologique qui continue à améliorer la performance, l'efficacité de tout ça. Donc cet écosystème, il s'élargit et dans un autre secteur, on dirait, il se délinéarise. Puisqu'on a vu, par exemple, que les compagnies d'assurance commencent à agir, être des acteurs, pas simplement du remboursement, etc., mais être des acteurs dans l'efficacité du système. Prenons l'exemple de ce que font les Américains depuis longtemps d'ailleurs. Donc vraiment, l'écosystème est en train de se bouleverser et il arrive en plus le patient qui était certes dans une relation de colloque singulier avec son médecin, mais la médecine étant vue comme un peu une boîte noire. Souvent pas compréhensible, une vraie boîte noire dans laquelle on faisait confiance. Et c'est pas que la confiance n'y est plus, mais de plus en plus, eh bien, les informations s'ouvrent, circulent, et ce patient, il est lui-même, il devient plus autonome, il est en demande, y compris de santé, y compris de bien-être, etc. Donc l'écosystème s'élargit aussi du côté du patient, et on a dû entendre une vingtaine de fois le mot co-construction, co-élaboration, co-création de valeur. On voit bien que c'est dans l'ère de l'évolution de cette transformation numérique qui existe, et dans tous les domaines, on co-construit. Et en médecine, ça vient peut-être un petit peu plus tard, mais je pense que c'est parti. Alors, ça n'a pas que des avantages, disent les médecins. Parce que c'est vrai qu'aller voir ce que l'on a sur l'Internet, ça donne pas toujours une très bonne idée, mais ça existe, et ça va continuer de se développer. D'ailleurs, on a failli faire des choses à l'Institut Mines-Télécom avec un médecin de médecine, ça y est, le terme va me manquer, qui est transversal. Les internistes, c'est ça. Parce que effectivement, les médecins eux-mêmes, en face de leurs patients, ils récoltent beaucoup d'informations. Il n'y a pas que les articles scientifiques, et on pourrait récupérer aussi ces informations de façon intelligente, pour faire petit à petit améliorer, en contrôlant un peu la connaissance en fait de la médecine de terrain et du problème transversal dont j'ai parlé tout à l'heure, d'un être humain qui est bien complexe. Alors, ensuite, on s'est posé le problème de régulation parce qu'effectivement, on est dans une médecine qui, jusque-là en France, est une médecine régulée parce que le business model est fait ainsi. Cette régulation, au fur et à mesure que l'écosystème s'élargit, on voit bien que cette complexification va amener à une forme d'implosion. Je crois qu'on peut employer le terme, parce que bientôt on ne va plus pouvoir patcher, etc. Ah oui, on évalue, mais comment on évalue des médicaments? Oui, il y a des méthodes, etc. Oui, mais pour de nouveaux dispositifs, ce n'est pas ces méthodes-là qui peuvent marcher. Il n'y a pas les mêmes dynamiques, temporalité, comme ça a été dit. Donc au bout d'un moment, on va avoir effectivement un problème d'implosion, une forme de dérégulation. Je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. De plus, quand on élargit ce problème, par exemple, de prévention, on se rend compte que c'est un espace ouvert de business.
avec quelques limitations. On n'a pas le droit de parler des bienfaits de santé d'un certain nombre de produits, mais tout le monde les lit sur Internet, etc. Et on a un marché, il faut appeler ça un chat, un marché de produits pour améliorer, prévenir, empêcher de tomber d'eux, etc. Donc on a petit à petit cette continuité qui va se faire. Et en plus, parfois, ces publicités ne sont pas mensongères, elles sont efficaces. Effectivement, parce qu'il y a des produits de prévention et peut-être même de traitement qui peuvent s'avérer venir d'autres horizons que de notre simple médecine. Donc, on a de nouvelles règles, de nouveaux apprentissages à faire pour comprendre dans ce domaine, parce que ce domaine de la prévention, il est effectivement capital pour la santé globale, surtout si on vieillit, ce qui arrive en moyenne. Et puis, il y a le problème de l'innovation. Il est revenu assez souvent. Disons que c'est un classique. Innovation contre règles, moderne contre ancien, etc. C'est vrai que les règles qui ont prévalu, qui ont été le succès, ce grand succès de la Silicon Valley sur la façon dont on crée, on innove, etc., c'est des règles qui étaient dans le domaine du numérique. Le numérique était un continent nouveau qui s'ouvrait. Lorsqu'on a développé le numérique, c'est presque un nouveau continent qui se découvre, on développe des services, on en crée, etc. Et il y avait peu de contraintes dessus, puisque c'était un continent qu'on explorait, et qu'on continue d'explorer. Quand on commence à rentrer dans les applications numériques métiers, eh bien là, c'est plus complexe parce qu'il y a du savoir, il y a une organisation de ces métiers. C'est plus soit la jungle ou soit le grand continent, les grandes plaines sur lesquelles on va pouvoir s'enfoncer tranquillement. Donc, on voit bien, et ça a été prononcé à un moment ce matin, sur le fait que, eh bien d'abord, il n'y a pas dans ce domaine, on ne peut pas se lancer comme ça. Parce qu'il y a des compétences, il y a des savoir-faire, il y a des règlements qui existent. Et tout règlement n'est pas quelque chose à abattre. Il y a des règlements qui sont des beaux règlements aussi. Et en même temps, on n'a pas aussi cet effet d'amplificateur des plateformes qui permettent de tester des choses très vite. Donc si on voulait améliorer ce système d'innovation, eh bien effectivement, il faudrait, je pense, faire un effort de plateformisation pour pouvoir très très vite tester un certain nombre de nouvelles idées, au lieu de réinventer chacun dans son coin, de se heurter aux mêmes règles, etc. Donc là, il y aurait, je pense, un apport à l'innovation qui pourrait être fait de façon très, très efficace. Quand on sort aussi, le modèle d'innovation de la Silicon Valley aussi était très orienté. Ces grands succès qui ont fait des GAFA sont des succès d'intermédiation. C'est-à-dire, j'arrive à me mettre, j'attire des clients et je me mets entre les clients et les vendeurs. Alors, on appelle ça l'ubérisation, on appelle ça comme on veut. C'est très puissant. Ça peut même amener à déstructurer. Au départ, c'est juste une intermédiation commerciale qui permet de prélever une partie de la valeur et qui croît au fur et à mesure qu'on s'est implanté. Mais ça peut amener aussi même à des déstructurations de métiers. Bon, ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. C'est pour ça qu'on a autant peur des GAFA, même si on regarde que là où ces compagnies s'enfoncent, c'est quand elles peuvent rendre des services transversaux valables partout dans le monde, avec, disons, des pratiques culturelles admises par tout le monde. On sent bien que dans le domaine de la santé, c'est effectivement plus difficile, je pense. Donc peut-être qu'on exagère ce problème des GAFA, où on a dit ce qu'il fallait dire tout à l'heure sur les aspects de données. Donc, sans oublier aussi, même s'il est parti, qu'effectivement, il faut qu'on passe à l'échelle du monde. Certains diront parce qu'il y a du business à faire dans le monde, d'autres diront parce qu'il faut aider ces pays-là à se développer. Et de toute façon, on a une Terre, on a un seul vaisseau, c'est la Terre. On dit qu'à l'horizon 2050, on sera 9 à 10 milliards. Si on ne s'occupe pas de ces problèmes nous viendront en rebond. Et en plus, on peut même avoir des choses à apprendre. De s'intéresser au développement dans ces pays. L'Afrique est un espace de développement, de croissance de population importante, même s'il n'y a pas que celui-là. Donc la géopolitique, la médecine, ça peut être aussi un instrument géopolitique. Donc après, la dernière, je vais passer sur la table ronde sur l'éthique, la morale et l'éthique, puisque j'en étais partie prenante. Je pense qu'on s'est dit intéressante, au moins on a envie de se revoir pour en reparler, parce que je pense qu'on touche là des problèmes très profonds et que
partout où j'ai l'occasion d'en parler, on sent bien que dans ce monde que vous représentez et dans d'autres, il y a une grande sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait, j'allais dire, sur le terrain, qui est très forte, hein, et qu'on ne retrouve pas toujours dans les sphères médiatiques et de l'innovation, etc. Donc je pense qu'il faut continuer à faire prendre, hein, toutes ces prises de conscience-là. Et je ne nie pas, hein, toute la force du rêve, de l'imaginaire, hein, de la technologie, ce qu'elle peut nous apporter, de l'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle va nous apporter beaucoup, hein, si on sait l'utiliser. Et on sait qu'il est effectivement difficile. Je lisais cet article sur Watson, là, qui a appris beaucoup. Parce que le problème de l'apprentissage profond, c'est qu'il apprend les données, il les apprend vraiment. Et s'il y a un article qui sort et qui introduit une nouveauté, il va peser très peu. Donc on a aussi des problèmes méthodologiques avec le deep learning qu'il faut être capable de regarder. La science est toujours plus dure que ce que l'on pense. Donc il faut l'imaginer, il faut imaginer ce qu'on peut faire avec. Il y avait un transparent qui disait, qui disait que si une idée, c'est ce qui devient réel. Hein, mais effectivement, il ne faut pas le fantasmer non plus, hein, cette technologie. Il y a eu en fait ce débat aussi sur l'évaluation, hein, qui est, je pense, effectivement cette partie prenante de la complexité du système. Parce que quand le système était relativement linéaire, l'évaluation, c'était effectivement quelque chose qui se justifie bien. En plus, ça permet d'organiser les luttes de conflits éventuels entre les différentes parties prenantes, quoi. Et d'objectiver un peu, même si on comprend qu'il peut y avoir des façons de contourner cette objectivisation, c'est maintenant un peu dans le domaine public. Mais au fur et à mesure où l'écosystème s'élargit, etc., on voit bien qu'on ne pourra plus rester sur ces canons de l'évaluation, hein, on n'aura pas le temps, hein, et qu'effectivement, il y a un apprentissage qui se fait par ce qu'on appelle, comme mon ami Verdi appelle la multitude, il y a un apprentissage qui se fait, parce que les informations se passent, et tout le monde a compris, parce qu'on se le dit, je t'offre pour Noël un objet qui va mesurer ci, ça et ça, et qu'en moyenne, entre 1 et 2 mois plus tard, cet objet est posé dans un coin, on le sait, quoi. Donc, il faut aussi ne pas vouloir tout contrôler a priori et laisser l'apprentissage se faire. Finalement, celui qui me l'a offert m'a offert un cadeau, j'étais content, on a avancé, et surtout, il n'y avait pas de drame, quoi. C'est donc dans les évolutions technologiques, il faut voir celles qui posent des problèmes de santé, hein, et celles qui posent juste des problèmes de promesses moyennement tenues, etc. Parce qu'on ne peut pas tout traiter, hein, de façon comme ça massive, parce que la complexité du système ne le permet pas. Donc, je pense qu'il est effectivement, tout comme on a construit un système de santé, je ne saurais pas le dater exactement en France, hein, qui a été successful, comme on dit, qui a permis d'avoir un très haut niveau de la médecine de ville à l'hôpital, au CHU, comme on en parlait ce matin. Je pense qu'on est devant un bouleversement et qu'effectivement, là encore, le numérique va métamorphoser ce système. Ça veut dire qu'il faut le construire, hein, là encore, transparent, disant, l'avenir est ce qu'on en fait. Hein. Alors, ce qu'on en fait, sachant qu'on n'a pas tous la même vision de l'avenir, quoi. Donc là, il faut y travailler. Donc je crois qu'on va effectivement faire muter en profondeur le business model parce qu'il ne peut plus tenir comme cela. Donc on patch, hein, ça fuit dans un coin, on met un patch, mais au bout d'un moment, on va comprendre qu'il faut investir pour dépenser mieux ou dépenser moins. Donc là, notre système, comme il est limité, il ne le peut plus. Je pense qu'on est aussi en France dans un mouvement assez profond de dépublication, enfin de passer du secteur public au secteur privé un certain nombre de choses. Je pense qu'on est parti pour ça. Et à cette occasion, je pense que les réorganisations vont pouvoir se faire. Je crois aussi qu'il y aura de nouveaux métiers. Donc je ne dis pas comme Laurent Alexandre que les médecins vont devenir des infirmiers. C'est un provocateur, c'est bien, il en faut aussi. Mais je pense qu'effectivement, c'était dit d'ailleurs pour l'Afrique ce matin, qu'effectivement on peut trouver des intermédiaires qui aident à ouvrir la boîte noire, hein, qui aident à expliquer, qui aident à utiliser. Hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a je ne sais plus dans quel décret, par exemple, on ne peut pas toucher, s'il n'y a pas de médecin, on ne peut pas toucher, si on veut faire un living lab, on ne peut pas toucher des patients si on n'est pas médecin.
il y a des actes qui le justifient et d'autres pas du tout. Donc on va falloir faire évoluer aussi tout ça, parce que les Living Labs, c'est aussi un lieu d'innovation très, très important, quoi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir effectivement trouver les nouvelles valeurs qui vont permettre à la fois à ce nouveau business model, parce que c'est un business model dont on ne peut pas poser toutes les équations. Hein. Je sais plus, tu disais tout à l'heure combien vaut la vie d'un être humain. Bien sûr qu'on ne répond pas à cette question. Hein, c'est des mauvais compromis que l'on fait. Mais effectivement, les questions se posent du système de santé que l'on peut absorber, que l'on peut se payer quelque part. Il y a aussi la médecine à deux vitesses. Tout le monde dit non, je suis contre la médecine à deux vitesses. La médecine, elle est au moins à deux vitesses en ce moment. Hein, si ce n'est pas trois, si ce n'est pas quatre. Effectivement, il y a un travail à faire pour qu'il y ait quelque part un plancher. Hein, pour que, effectivement, de toute façon, la santé, la vie, c'est un domaine dans lequel on est prêt à investir beaucoup. Plus on a d'argent, plus on est prêt à investir. Et il n'y a pas non plus de raison de priver ceux qui ont des moyens d'investir dedans. Hein. C'est pas le nivellement, il ne faut jamais le faire par le bas. Donc on a aussi à réfléchir, hein, ça c'est une vraie question éthique, sur les différentes vitesses de la santé. Et d'ailleurs, plus on en parlera, hein, parce que quand on ne parle pas d'un problème, on a peu de chances de le résoudre, quoi. Hein. Donc plus on en parlera, plus on le dédramatisera, plus effectivement on pourra arriver à des formes de régulation et au fait qu'on peut décider de mettre plus d'argent ou pas dans la santé à condition de garantir une forme de plancher. Alors, je voudrais terminer par, de toute façon, être vraiment bref et laisser du temps, non pas à des questions, hein, mais que vous puissiez vaquer à d'autres occupations. C'est vrai que quand David m'a parlé de « When doctors meet hackers », je me suis dit « qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Et c'est vrai qu'il y a une expression que j'utilise souvent qui dit que lorsque une élite ne mène plus le pays au succès, c'est plus une élite. Les médecins sont une élite. Je pense que tous les médecins sont d'accord avec moi. Ils font partie de l'élite de ce pays. Donc on a une responsabilité, comme toute élite, de mener la santé du pays au succès. Et je pense que ça veut dire que la variété, hein, des qualités des médecins et tout le système autour, parce que les médecins non seulement soignent, mais ils diffusent chez les industriels, chez tous les acteurs de la santé. Donc je pense qu'il y a effectivement une responsabilité pour les médecins et que dans ce monde-là, effectivement, la création va être un point important. Et de la création, comme justement ce dont je parlais tout à l'heure, les hackers, c'est des gens qui pensent différemment le monde. Mais ils pensent le monde. Ce n'est pas des égocentriques buveurs de coca qui travaillent sur leur ordi. Hein. C'est pas ça. Les vrais hackers, c'est ceux qui imaginent d'autres solutions. Et je pense que le mariage de ces médecins les plus innovants, qui ont envie de changer le monde, et les hackers est un très bon mariage. Voilà, ce sera ma conclusion.